Son nom vous dit peut-être quelque chose et peut-être pas. Mais vous avez la chance d'être là, ici et maintenant. Et on fait un petit coucou à tous ceux qui sont également en live. De le découvrir et découvrir littéralement une pépite dans un territoire alpin pour mieux l'accueillir et mieux comprendre le territoire où il se trouve. On va commencer par un film qui nous a envoyé il y a peu de temps et on va le faire monter sur scène avec son équipe juste après. On envoie le film. On les applaudit très chaleureusement, Frédéric Molina et son équipe du Moulin de Léré à Vailly en Haute-Savoie. Ils sont tous stressés, donc non, on va recommencer s'il vous plaît des applaudissements pour les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Salut. Salut Frédéric. Salut. Comment ça va? Ça va. On a pris connaissance du coup de ce territoire. Est-ce que tu peux nous le préciser et le situer géographiquement et aussi cette maison, cette auberge que vous avez créée avec ton épouse? Ben alors on est en Haute-Savoie. On est entre le lac Léman et le Mont Blanc, sur les hauteurs d'Évian, Thonon-les-Bains, dans une petite vallée authentique, préservée. Qui s'appelle le Chablais. Le Chablais, exactement. Donc 74, la basse montagne qu'on explore de tout en bas jusqu'en haut. Donc la basse montagne, on est à peu près 800 mètres d'altitude ouais. À l'auberge du Léré, dans ce petit village de Vailly. Je le dis bien? Oui, tu le dis bien. On est dans un territoire effectivement qui peut sembler archivu aujourd'hui, qui est la Haute-Savoie, la montagne. Et on est dans un territoire, comme tu le dis, qui est entre plusieurs écosystèmes, plusieurs territoires. Le territoire du lac, le territoire de la haute montagne. Ouais. Et on a vu un petit peu cette maison. Décris-nous cet endroit précisément qu'est le Moulin de Léré. Une auberge, un lieu insolite, parce que c'est un moulin du XVIIe siècle, rénové en petit restaurant. Donc une auberge, un lieu où on vient se restaurer, manger, dormir, mais quand même une auberge contemporaine. La nourriture a évolué, quoi. Voilà, on est sur le même modèle qui pouvait se faire autrefois, c'est-à-dire qu'il y a un menu chez nous, un menu qui change. On suit l'hypersaisonnalité des produits, donc ça change constamment suivant la météo, les humeurs, les produits, bien évidemment. On est au service des producteurs, on est au service des pêcheurs, des cueilleurs.
de la nature et de ce territoire, quoi. On cuisine le territoire, donc voilà. Mais même vous cuisinez l'ultra-territoire. Là, il y a vraiment une concentration. C'est un terme évidemment qu'on emploie beaucoup et pendant ces 3 jours, avec justement des variables d'ajustement entre cette envie de faire découvrir le lointain ou découvrir le proche. On est dans l'ultra proche, quasiment on mange le jardin qu'il y a autour, cette forêt, cette nature et le lac qu'on peut quasiment voir. Hein. C'est ça. Frédéric, on a senti une petite pointe d'accent également, mais qui ne nous rappelle pas exactement la Haute-Savoie. Tu viens d'où? Bah alors moi je suis un garçon qui a grandi dans une ferme du Béarn, au pied des Pyrénées. Donc autre ambiance également, mais la montagne et la mer pas loin. Ouais, les Pyrénées, donc bon bah on est quand même mieux dans les Pyrénées, mais je suis savoyard, donc. Voilà. Mais voilà, j'ai grandi là. On avait le potager, on était dans un vignoble, on avait le potager, on avait la basse-cour. Donc la saisonnalité, les produits, tout ça, ça coule de source pour moi, quoi. Ça a toujours été une évidence. Et puis à côté de ça, plein de valeurs, gaspillage, écosystème, la cueillette, la forêt, ça m'a toujours bercé, quoi. Et Frédéric, pour ceux qui te découvrent aussi sur cette grande scène, donne quelques éléments de ton parcours. Tu es un cuisinier français, mais qui a eu envie de quitter la France pour mieux y revenir. Ouais. Moi, j'ai très sincèrement jamais aimé la France. Surtout la rigidité de notre métier. Ça m'a toujours effrayé. Je suis sorti de l'école hôtelière. J'étais plein de questions. Je me cherchais. J'ai été dans la cuisine, mais j'aurais pu être ailleurs, très sincèrement. Et puis, la nourriture, je l'aime profondément. La cuisine, c'était pas une évidence. C'est venu sur le tard. Et par contre, ce qui a été évident, c'est voilà, quand j'ai rencontré ma partenaire à Irénée, qui doit être par là. Elle est où, Irénée? Elle est là. Salut Irénée. On parle souvent de toi avec Frédéric. Ce qui a été une évidence, c'est le voyage, la découverte, apaiser ma curiosité, quoi, répondre à mes questions, me retrouver. Donc on a voyagé. Mais alors justement, les maisons qui ont justement émaillé ce parcours hors de France, il est quand même assez spectaculaire. Donne aussi quelques destinations, parce que ça permet de mieux comprendre cette idée du retour. Du coup, on a traîné pas mal en Irlande, donc très vert. Le vert domine beaucoup, hein, moi. En Irlande, et puis après on a traversé toute l'Italie, où on a aussi travaillé en partie. Après, on est allé en Espagne. Ma femme est espagnole. Et après, on est parti en Asie. Mais tu dis ça, oui, il y a eu vous bossiez quand même, si je puis me permettre. Et quoi? Il y avait du travail aussi. Hein. Oui, il y a eu du travail. Ah oui, non, j'étais pas en sac à dos en train de regarder les pâquerettes. Quelques noms aussi des adresses, des restaurants qui ont... Du coup, voilà, sur le tard, j'ai intégré Restaurant Key à Sydney, en Australie. Donc, une grosse équipe, 50 Best, tout le bordel, quoi. Ouais. Et puis à mon retour, j'avais un objectif, c'était rentrer à Mugaritz. Et je suis rentré à Mugaritz et j'ai fait de sacrées armes là-bas. Enfin, ça a vraiment, pour le coup, apaisé ma curiosité. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de me calmer. et Mugaritz m'a calmé. Et voilà. Et un chef qu'on connaît bien, Andoni, qui était sur scène il y a 5 ou 6 ans, je crois, sur la grande scène. Qui est un chef extrêmement, comment dirais-je, cérébral, effectivement. Ces expériences t'ont un peu mis de baume au cœur dans ton rapport à la France. La rencontre avec le Moulin de Léré, il s'est fait comment? Non, je crois que ça a été du pur hasard, vraiment. Moi, je m'y retrouvais, j'avais plus de repères à l'étranger, je pense parce que je n'avais pas besoin d'être peut-être complètement moi-même. Enfin, il y a un travail à approfondir là-dessus encore, mais... Bon, je ne suis pas psy non plus, donc ce que je te propose, c'est qu'on va se remettre en cuisine directement. Explique-nous, et peut-être tes camarades qui sont derrière, ils ont envie de se planquer, on a bien compris, mais il va falloir passer un peu devant pour raconter cette ultra-localité, cet ultra-terroir. Qu'est-ce que vous allez nous raconter avec les produits que vous avez ramenés? On va essayer de raconter une petite promenade, quoi. Donc, je l'ai dit, hein, le lac Léman d'un côté, le Mont Blanc de l'autre. Ce qui fait qu'on étire les saisons et on a un riche paysage, des forêts, le minéral, la montagne, le lac. Donc voilà le lac, des poissons. Qu'est-ce que c'est ça? On a 2 gardons de perche.
la perche qui est quand même culturellement quelque chose de très important là-bas. Bien sûr, les fameux filets de fer qu'on Voilà. va souvent faire Au beurre. avec Voilà. une belle assiette de frites, hein, c'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. Voilà. Nous, on fait pas ça. Pas chez vous. Non. Alors justement, Non. comment tu veux nous raconter ce lac, toi? Eh ben, le lac, c'est quand même un moment de poésie, ce lac. C'est très beau. C'est très vivant. Il peut être très hostile quand il est déchaîné par les éléments, et puis il peut être très reposant à d'autres moments. Et c'est surtout une source d'inspiration, et pour moi, ça me permet de travailler du poisson ultra frais, localement, suivant bien évidemment les prises du pêcheur, quoi. Bien sûr. Et on commence, on y va? On y va? Tu veux gagner? Allez, on y va alors. Donc on va déjà, donc on est en Savoie, donc forcément qui dit les Alpes dit le beurre. Et nous, ce qu'on fait, c'est on fait pas simplement, on met pas simplement du beurre dans une assiette, on le fait nous-mêmes. Vous faites Donc, votre ouais. On va, je peux avoir les grandes cuillères s'il vous plaît. On va à la fruitière. La fruitière, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des fromageries qui est un petit peu partout éparpillées dans nos paysages savoyards. Ce sont des coopératives, hein? Ouais, c'est un commerce par définition, mais c'est une fromagerie. Donc il y a une toute petite équipe qui récupère le fromage des paysans aux alentours, qui viennent livrer leur lait, et là se fabriquent les fromages authentiques du terroir. Donc on va récupérer de la crème de qualité dans ces fruitières. On fume cette crème à la cheminée, on a une cheminée, et on fabrique notre beurre. Bah vas-y. Et voilà, c'est juste... Là, il est pommade magnifique. Donc là, bien évidemment, je ne vous le montre pas, il est déjà fabriqué. Les fleurs, c'est celle du plateau? Les fleurs. Donc, le beurre, chez nous, c'est saisonnier, c'est pas toute l'année, parce qu'on pense, enfin, on est persuadé que le beurre est beaucoup plus intéressant quand les vaches, à la fin de l'hiver, sortent pâturer. Les premières fleurs sauvages, on a un terroir ultra sauvage, donc des fleurs qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et c'est là que le lait jauni a du fruit de la fleur. Et pour nous, on le sert voilà, de avril à novembre, c'est là où les vaches sont en plein air dehors, c'est à ce moment-là qu'on les sert, quoi. Donc ce beurre, on le fait nous-mêmes, et naturellement... Tu vas te rendre compte que moi, je goûte souvent. Hein, donc, Vas-y. Putain, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de trembler. Voilà. Il y a cette légère teinte de fumée, effectivement, mais qui est très subtile. Hein. On n'est pas dans un goût qui est trop prononcé. Il y a vraiment l'onctuosité du beurre, évidemment, et le plaisir de l'ultra gourmandise. Là, hein. L'idée, c'est toujours jouer sur les textures, la subtilité, la délicatesse. C'est un peu ma marque de fabrique. J'aime pas forcément la puissance, et quoique des fois, on a besoin de se prendre une bonne claque aussi, ça fait du bien. Mais on est quand même, voilà. Donc le beurre, le fruit des pâturages, les fleurs des alentours, ça raconte une histoire toute simple, mais voilà, toute simple, mais qui a toute son importance. Oui, tu as vraiment eu envie aussi de le mettre en avant comme étant une véritable séquence, et pas, là on n'est pas dans le gadget non plus. Hein. Culture, nature, tout est là. On commence le menu comme ça. Voilà. Très bien. Donc les fleurs changent et évoluent au fil de la saison, forcément. Et puis voilà. Très bien. Ensuite, tac, tac, tac. Ensuite, on a de la chance quand même de travailler avec 4 maraîchers qui sont sur des étages différents entre le lac et la montagne, ce qui nous permet d'avoir des choses sublimes. Ah putain, elles sont là les cuillères. Les petites cuillères, elles sont là, regarde. Ou les grandes, ils sont les grandes. Okay. Donc voilà, les rives maraîchères nous permettent d'avoir des légumes de très bonne qualité, même si cette année la météo a été compliquée. Donc voilà une tomate ici, très charnue, très goûteuse. Qu'on assaisonne généreusement. Ok. La tomate, on va l'accompagner des fraises. Donc la cuisine, ma cuisine, elle a un fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est le fruit et le sauvage. Et dis-moi, les fraises,
Aujourd'hui, elles viennent d'où ces phrases-là? Elles viennent de chez toi aussi? Ouais. On en trouve encore? Oui, on en trouve. En plus, comme je disais à l'instant, on arrive à avoir assez tôt finalement, parce qu'au bord du lac, on est à 400 mètres d'altitude. Et le dernier maraîcher qu'on a, il travaille presque à 1000 mètres d'altitude. D'accord. Donc on peut étirer des saisons comme ça et avoir des typicités assez particulières. Je me permets, elles vont être légèrement... Non, elles sont encore très sucrées. Hein. Non, elles sont, ouais. Là, on travaille la fraise à plusieurs stades de maturité, suivant si on recherche elles ne sont pas travaillées là, hein. C'est des fraises fraîches que tu vas juste fraîches. Très bien. Tout simplement. Donc on avait une huile que j'ai oubliée, on a la cueillette. Voilà un extrait de notre jardin. On est à peu près sur 20-25 plantes sauvages différentes. Alors pas sauvages, 20-25 plantes. Les 2 tiers, 3 quarts sont sauvages. Et on a une partie du jardin où on a un petit peu de basilic, tout ça. Ça, on ne le trouve pas dans les forêts. Non. Voilà. Oxalis, myrrhe odorante, pimprenelle. On a des menthes, on a des fenouilles, on a de la cistre, on a plein de choses. L'idée, c'est, voilà, le premier plat va présenter un petit peu tout ce qui est floral, pâturage, tout ça. Le deuxième, c'est un peu plus près des forêts, c'est le sauvage. Et là, il faut qu'on comprenne que le territoire, il est là, quoi. Okay. Ça, c'est ce qui m'intéresse en tout cas de partager. Tac, tac, tac. Et Frédéric, ce territoire alpestre, donc, qui est aujourd'hui souvent mis à l'honneur, il a quand même beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y a encore 15 ou 20 ans, on était soit dans une caricature de la montagne, je ne parlerai même pas des bronzés, hein, mais il n'y avait pas toujours finalement autant de produits à se mettre sous la main pour les cuisiniers. Il y a eu un renouveau quand même, hein, que ce soit dans l'univers du vin, que ce soit avec des maraîchers, qui ont littéralement refait naître des filières pour pouvoir offrir une expérience qui s'est beaucoup élevée, si on peut dire. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a compté pour toi dans ce choix de s'installer dans cette région, qui était une région pauvre, hein, dans le sens historiquement, et rude de toute façon? Je pense que paradoxalement, ces régions pauvres ont souvent beaucoup plus à raconter que des régions riches, en vrai. Je pense que, tu vois, c'est juste de la tomate, de la fraise et le sauvage, quoi. Et on essaie toujours d'avoir cet exercice-là sur des choses assez traditionnelles à la fin, ou des produits très simples. Voilà, comme beaucoup de gens ici, moi, le produit noble, il est là, il est partout, quoi. Il suffit juste de comprendre ce qui se passe derrière, il suffit juste d'avoir les bonnes personnes, et ça se fait naturellement, quoi. Voilà, moi j'ai l'odeur qui, effectivement, avec cette petite teinte de fraise qui embaume littéralement, ça donne très très envie. Voilà, on pourrait presque, ça arrive souvent qu'on confonde chez nous les entrées et les desserts, parce que d'une, on fait des desserts de cuisiniers, et de deux, la frontière est très faible entre ce qui se passe en premier lieu dans un menu chez nous et en deuxième. Et la petite eau de tomate, fraise des bois, fleurs. Voilà, donc là, on a 2 versions, hein, en gros, la version solide et la version liquide. C'est pas 2 versions, c'est une version qui se décline. Okay. Et quand on l'a fini, on vient de se rafraîchir avec ça. Ah, mais ça doit être la fraise des bois qui est très odorante, effectivement. Ouais, aussi, ouais. Très bien. Magnifique. Rive maraîchère, là, on va faire un petit tour sur le lac. Donc, la perche au beurre, c'est cool. Mais moi, je suis ailleurs. Je suis sur mes voyages, sur mes origines, mes cultures à moi. Ma femme est espagnole aussi. Ma belle-mère, qui a préparé les anchois à la Rio, c'est quelque chose qui est là, qui est en moi. Et c'est venu comme ça, tout bêtement. Je cherchais à avoir quelque chose qui me ressemble davantage. Et donc, on a travaillé la perche. D'abord, on a travaillé par erreur le gardon. Parce que le pêcheur m'a appelé un jour en panique. Il m'a dit, écoute, j'ai les filets qui sont pleins de gardons. Je ne sais pas quoi en foutre. Personne ne les veut forcément, parce que le gardon, c'est... Je dis, amen, on va travailler dessus. Et puis, on a travaillé dessus. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à plein de choses. Donc, juste pour rappeler, hein, là... Gardon, ici, perche. Le gardon a beaucoup plus de délicatesse, moins de goût.
La perche, elle a une vraie finesse, un vrai goût. Elle a aussi une densité bien plus importante. Donc, suivant ce qu'on cherche, voilà. Mais nous, on ne fait pas les difficiles. Il n'y en a pas un qui est plus noble que l'autre. Pour moi, ils sont excellents les deux. Et voilà, le pêcheur, suivant ce qu'il pêche, on travaille ce qu'il pêche. D'accord. Donc là, on est sur le filet de perche. Voilà. Donc ici, le filet de perche. Donc là, tu es en train de dresser? Ouais, je suis en train de dresser. Donc le filet, littéralement... Donc, le produit brut est là. Okay. Le produit fini est là. On filette le poisson. On le sale à la fleur de sel 10 minutes. Au sel gris, pardon, 10 minutes. Ensuite, on le rince et on le met au vinaigre de pomme, puisqu'on est dans un pénu de pomme, 10 minutes. Donc il cuit légèrement, le vinaigre attendrit et surtout parfume le fruit, le fil conducteur. Et donc voilà. il est vraiment, quand même, on va avoir la texture du cru plutôt que... Ah oui, complètement. Donc voilà. Là, il n'y a pas de fermentation, là, il y a vraiment juste un flash... On est sur une interprétation du ceviche, des anchois que j'ai pu... putain, mais c'est fou ça. Tu tremblotes? T'as vu? Bon, bref. Tac. Toujours pareil, le jardin est là, la forêt, les paysages. L'idée, c'est toujours de faire écho aux paysages. Hein. On a l'oxalis? Ouais. Est-ce que tu peux juste, je serais curieux de goûter ce filet quasi cru, bien sûr. Mais peut-être pas en entier si. Il se mange bien, hein. Ouais, ça fait une bouchée. Il mange bien. Il mange bien. Concentre-toi sur la pomme. Voilà, y a vraiment une progression dans la dégustation. Il faut attendre la toute fin. Tac. Oxalis, donc oseille. Et lotier, petite fleur des champs. C'est d'une très grande subtilité, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur deux moments, le côté très frais au début et puis après légèrement poissonneux à la fin. Ouais. Vraiment, c'est comme si tu plongeais. Ouais, c'est ça. Dans le sens. Ouais, et puis on a le vrai caractère du poisson, on a l'essence du poisson. Et puis cette mâche qu'on Moi, c'est ce que je veux, l'essence du poisson. Et donc mes histoires à moi, voilà, sont liées à l'ail. Si j'avais pu appeler mon restaurant Allium, je l'aurais appelé Allium parce que l'ail et moi, on fait qu'un. Et donc ail des ours chez nous, beaucoup. Presque, voilà, presque un fléau, on pourrait dire, parce que l'ail des ours, s'il passe 1 ou 2 pieds, c'est des champs. Ouais, c'est la folie. Donc ail des ours quand c'est la saison, et puis ail tout simplement quand ça l'est plus. Tac. Et quand tu parlais des anchois, on est d'accord que pour le coup là, on est très loin quand même de l'anchois, c'est-à-dire que... Ah, ça n'a rien à voir, c'est une interprétation, c'est mon histoire à moi. Oui, non, je le précise parce que j'étais curieux d'essayer de comprendre l'anchois, que ce soit au sel ou l'anchois mariné. Là, on est vraiment dans une version très très crue. Non, ouais, je raconte mes voyages, mon histoire, tout ce qui a pu me marquer. Je le mets dans l'ordre. Hein. Si ça vous va ou pas, les gars? Ah oui. Tac. Donc après, on va aller faire un petit tour dans les bois. Alors attends, c'est passé vachement trop vite là. Non, parce qu'il fait un plat. En fait, il y a un plat qui, comme la tomate, va venir en 2 extraits et en 2 services. Et lui, il va en finir un pendant que moi j'en fais un autre. Ok, très bien. Okay. Voilà. Donc ici, polenta. On est à côté du Piémont, Italie. Italie, polenta donc chez la farine nous. de maïs. Hein. Exactement. Farine de maïs, puis travailler avec du champignon, déshydraté, soufflé. Ce qui va donner un peu cette couleur un peu marron. C'est ça. Un peu brune. L'idée, c'est d'être dans les bois là maintenant et de manger le champignon de la façon la plus originale possible, la plus brute possible. Et moi, je pense à ces odeurs de sous-bois, la mousse, les écorces, tout ça. Et voilà, on est arrivé en travaillant à... Ça va être l'assiette de service? Oui. Ok. Donc, une écorce de bois faite avec du maïs. Le sérac, un fromage caillé à la suite du fromage, l'équivalent de la ricotta. Ok. La ricotta est très connue. On est évidemment dans un pays de fromage, hein, Chablais, on n'est pas loin de la vallée d'Abondance. Le lacté est très important, bien évidemment. Donc, aubergine, grillée à la cheminée. L'aubergine et le cèpe, ça marche très bien. C'est bon à savoir. Voilà, tac. Et la cuisson, la cuisson au feu de bois pour toi est omniprésente? Ouais, le feu, ouais.
Bah, vous l'avez vu un petit peu hein, dans le film. Oui, exactement. Le feu, le cru, les façons les plus brutes, les plus simples souvent aussi. J'ai été longtemps compliqué et aujourd'hui j'essaie de me laisser porter par l'essentiel. Donc tu n'es pas un homme du sous-vide, toi, j'ai l'impression. Comment? Tu n'es pas un homme du sous-vide. Bah non, surtout aujourd'hui, on essaie tous de sortir de ça justement. Je fais du sous-vide, j'ai une machine sous-vide, je vais pas mentir. Bien sûr. Mais j'essaie vraiment de. Bon, on en fait quasiment plus quoi. Hein. On en fait quasiment plus. Et donc là, on a cette tuile donc polenta, champignons, aubergines et c'est des petits. Cèpe, il est gourmand. Hein. Cèpe confit au beurre noisette, le lacté, le beurre noisette. Donc c'est pas du beurre, c'est du beurre noisette ça. Hein. C'est pas ce qui s'est passé là? Si, alors ça c'est... Donc en parallèle, le même cèpe, lui est grillé à la braise. D'accord. Donc des flux de fumée, de pommes de pin, tout ça. J'espère voilà, on n'a pas le barbecue là, hein, vous l'avez pas mis en place. Sûr. Mais on peut imaginer que ce soit. Elle sort de la braise. Et une petite texture de poulpe presque, ce cèpe froid comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça c'est l'Espagne. Putain, on a de la chance avec le cèpe. Ça, ils sont magnifiques là, on était vraiment dans... La saison a vraiment commencé chez vous? On peut jouer au loto aujourd'hui parce que... Cèpe est cool. Ils sont magnifiques. Tac. Voilà. Le cèpe, poudre de cèpe déshydraté. Donc les cèpes trop mûrs, on les déshydrate. On en fait un assaisonnement. Ceux que tu pourrais pas utiliser soit pour les snacker, soit pour les... Exactement. D'accord. Donc explique-moi, parce que à titre personnel, ça m'intéresse. Donc les cèpes mûrs, ceux qui ont le dessous vert, non seulement sont très amers, mais ils ne sont pas forcément les plus goûteux. En plus, ils sont très spongieux, ils ont beaucoup d'eau, tout ça. Et nous, on les déshydrate pour refaire des assaisonnements. Dans un déshydrateur? Ouais. Okay. Ouais, au four, au soleil, il y a plein de façons de déshydrater. Les techniques ne m'intéressent plus trop aujourd'hui. Okay. C'est vraiment c'est ça qui m'intéresse. On le déshydrate et après, tu vas juste le mixer, c'est aussi simple que ça? C'est tout, avec du sel. Avec du Donc sel. on fait un sel de cèpe. Très bien. Magnifique. Donc ça, c'est ta première... Premier service du cèpe. À manger avec les doigts, très important. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, mais quand même... Enfin, moi, voilà, l'Espagne, le Japon, c'est mes voyages, c'est mon parcours aussi. Je parte en service. Manger avec les doigts, c'est quelque chose, quoi. C'est juste magique, quoi. C'est pas du tout la même chose que de manger avec des couverts, quoi. Manger avec les doigts, c'est... J'ai l'impression que tu as envie de t'alléger. Hein, la technique, les couverts. Ouais. Aller à l'essentiel. Donc manger avec les doigts, ça se mange avec les doigts. On met pas de couvert et je peux te dire que ça déstabilise beaucoup de gens. Moi, mais tu finis ça, tu en as un petit peu sur les doigts et c'est génial, quoi. C'est juste génial. Le cèpe grillé à la braise, des effluves, du fumé, du lard. Du lard de chez nous, hein, avec du cochon de chez nous, pas du lard de chez nous. Donc là, le petit voile de lard qui va juste monter en température pour devenir transparent sur le cèpe qui sort du... Vas-y. Ah non, tu vas carrément... Non, on va juste le laisser tomber légèrement. Tac. Donc, le cèpe. L'assaisonnement, un foie de cochon. Un quoi? Un foie de cochon séché, une charcuterie de cochon, sauf que c'est un foie. Voilà, un foie. Donc beaucoup de caractère, beaucoup de typicité. Tu m'étonnes. Ça envoie, quoi. Moi, vous avez déjà vu ça, vous, ou pas? Ce foie de cochon séché comme ça? Non, moi je ne connais pas. Ouais, je ne suis pas le premier à le faire, mais... Ouais, bah écoute, t'es le premier à le montrer ici, en tout cas. Mais voilà, il est dur, quoi. Il est dur, il est costaud, hein. Non, pas tellement. Mais là, on a quand même là, on travaille sur la longueur, on a de la puissance. T'as vu, ça continue, tu vas l'avoir un petit moment là. Il est là pour assaisonner, il est là pour donner la complexité. Je veux une lecture simple, mais je veux quand même qu'il y ait un vrai travail de cuisinier, une vraie réflexion. Le goût, pour imaginer, je serais sur la figatelle corse, hein, qui est donc cette saucisse de foie. On retrouve vraiment cette... j'ai fait mon BTS en Corse, donc figatello, ça me parle, tu vois. Un jus de champignons lacto-fermentés, donc toutes les parures des champignons. On travaille beaucoup sur le gaspillage. Rien ne se perd, rien ne part à la poubelle. Il faut toujours avoir la réflexion, c'est un réflexe chez nous
est-ce qu'on a vraiment l'utilité de le mettre à la poubelle? Donc tout est retravaillé, tout est réfléchi, c'est très important. Donc toutes les parures, même terreuses, on les met à fermenter avec du sel et on en fait des nectars. Voilà, le petit nectar de champignon. Magnifique. Il est passé où l'autre? Le beurre noisette qui a servi. Non, non, l'autre champignon, il est passé où? L'autre champignon? Oh là là. Mais non, mais bon, juste que voilà. Non, mais tu peux goûter celui-là après. Non, je voudrais que les gens puissent en profiter aussi. Tac. Le beurre noisette qui a servi à la cuisson. Très bien. On le retrouve ici. Donc tu vas trancher un peu comme ça le... Hop. Tac. Et voilà, deuxième service. Tu veux bien la poser? Ouais. Là-bas? Super. Hop. Tac, tac. Il te reste 4 minutes pour les 3 dernières séquences. Large. On est large. On va refaire un petit tour sur le lac. On va pas tout faire aujourd'hui, hein, mais tu vois, c'est vraiment pour planter le décor, le paysage qui nous inspire. Il faut lui faire écho. Le seul crustacé du lac, l'écrevisse, qui a été un fléau, qu'il est maintenant notre fléau a pris le dessus. On a une moule qui vient des bateaux et qui est en train d'étouffer et de faire un peu de mal à l'écrevisse. Donc ça devient compliqué, mais voilà, il en reste quand même, on en a. Donc on en profite. C'est pas l'autochtone malheureusement, elle a été introduite celle-là. Mais voilà, elle est là. Il faut la travailler puisqu'elle est là. Voilà. Donc toujours le fruit en fil conducteur. Ça c'est du cynorhodon en vinaigrette avec un balsamique qu'un de mes maraîchers fait. Cynorhodon, le gratte-cul, le rosier sauvage, récolté en hiver après les premières gelées, c'est là où il est top. Bien sûr. De la pulpe, un vieux balsamique que notre maraîcher fait, balsamique de chez nous, l'huile d'écrevisse et on a une vinaigrette aux fruits. Très bien. Tout simplement. Légèrement sucré aussi. Ouais, le balsamique. Hein. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent l'écrevisse ou qui la connaissent pas d'ailleurs, l'écrevisse voilà, c'est pas de la mer, quoi. Donc ça a une texture, ça a du goût, mais c'est subtil, c'est fin, ça n'a pas beaucoup de force. Donc l'idée c'est de la réveiller un peu là quand même. Ok, on va chercher quand même à la fois la texture et puis tu vas rajouter du condiment. C'est ça, ouais. Donc elle est dans son huile, hein, là. On la conserve dans son huile, elle s'oxyde pas, elle se garde bien. Magnifique. Et ce marqueur pour toi du fruit qui est quand même effectivement traverse souvent tes assiettes. Le fruit c'est toute mon enfance. J'ai grandi, j'ai grandi dans un vignoble, le potager, les forêts. Je suis quelqu'un de profondément gourmand et je me nourrissais. Je partais le jour, le week-end. Des fois, depuis tout petit, d'ailleurs, ça m'a valu quelques. Et voilà, je me nourrissais de beaucoup de fruits, beaucoup de cueillettes, beaucoup de choses. C'est très agréable parce que là, je ne sais pas si vous avez la chance de sentir, ne serait-ce que les baies qui sont la petite fraise des bois, groseille. Oh putain. Est-ce que je peux me permettre de raconter une petite anecdote qu'on a vécue tous les deux l'année dernière? Ouais. Ah, ça dépend, mais il n'y en a pas beaucoup en même temps. Ouais. Tu es venu me voir pendant le festival l'année dernière. Ouais. Presque gêné de dire à quel point tu étais aussi proche des valeurs que nous défendons et que les chefs défendent au quotidien dans leur restaurant en disant j'ai l'impression de faire partie de cette famille. Et il y a quelque chose qui est aussi très émouvant pour toi peut-être, d'avoir traversé un peu ce miroir. Comment tu le vis? Non, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis ici et puis aujourd'hui j'ai un âge qui me fait prendre un peu plus aussi confiance et recul et puis il faut qu'on se fasse connaître. Hein. La vérité c'est qu'on est entrepreneur, on n'est plus cuisinier et on a des jeunes avec qui on essaie de transmettre et de continuer cette aventure et il faut y aller, quoi. On traverse une période assez compliquée, il faut se battre, il faut être résilient, il faut surtout faire... vivre et continuer ses convictions et voilà, donc
À un moment donné, j'ai dit, bon allez, on va les voir, ça coûte rien, quoi. Ils sont là, ça serait cool. Tous mes potes sont tes potes en vrai, donc il n'y a pas de raison. Donc, Eh ben, écoute, les amis, nos amis sont nos amis. bah ouais. Donc voilà, on a des petites fleurs, toujours pareil, on a des fruits. Donc le jardin, les cueillettes et tout. La petite salade d'écrevisses toute fraîche. Très bien. Avec le petit. Si je devais la mettre dans une séquence, on va la mettre là, c'est pas grave. Avec le petit nectar. Très bien. Donc, on termine rapidement si tu es d'accord. On termine pas, là. On va après tout terminer. Allez, Alex, envoie la sauce. Vas-y, Alex. Tac. Salade de fleurs. Tu nous as pas dit ce que c'était comme poisson. Ah, la ferra, bien évidemment, la ferra, le poisson le plus délicat du lac, la corrigone. Le poisson le plus La délicat corrigone. du monde. Hein? Du monde. Le Ouais, plus délicat ouais, du monde. carrément, ouais. Donc voilà, donc juste cuit, un tout petit peu de beurre, bien tempéré. Une salade de fleurs, on fait jamais de salade de fleurs. Enfin, j'en vois nulle part. Et c'est dommage parce que les fleurs, il y a le soyeux, il y a la délicatesse, il y a les parfums. Et puis nous, les fleurs, je peux te dire qu'on y va, quoi. Ah oui, c'est généreux là aussi. Ouais, Donc, on est sur. Tu vas chercher. On est sur une salade de fleurs. C'est pas du décor, quoi. Hein. Non, non, non. Jamais. Ça, c'est très important. Jamais. La fleur, c'est pas du décor. Jamais. Allez, on sait le dessert. On a l'huile de vulnéraire. Tu connais l'huile de vulnéraire? L'huile de vulnéraire. Vulnéraire, non. Merci. Il y a un goût un peu épicé presque. Noix. Ouais. Millepertuis. C'est un millepertuis qui a de fortes effluves de noix, qui est délicieux. Donc la ferra, huile de millepertuis. Le bas beurre de ce beurre-là est réutilisé dans la sauce. Salade de fleurs. Le petit dessert. Putain, il me fait chier ce tablier. Tac, tac. Fromage blanc. Fromage blanc de la ferme. Épicéa. Un petit sorbet d'épicéa. J'adore manger un sorbet avec le lacté, une crème. Donc tout simple, fromage blanc, épicéa. Donc là on est dans les bois. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chichi. Pas de chichi, on est dans les bois. Tu bouffes ça, tu bouffes, voilà. Des pignons de pain caramélisés, parce qu'on est quand même sur un dessert. Des petites noisettes fraîches. Là c'est la pleine saison. Hein. Voilà, tac. On est dedans. Des pignons de pain givrés. Des pignons de pain, des bourgeons de... Des bourgeons, oui. Des bourgeons givrés. La myrrhe odorante, qui est juste délicieuse. Oseille. Tac, tac. J'ai oublié le plus important, le biscuit. Un biscuit épicéa, puisqu'on est dans l'épicéa. Putain, je tremble encore. L'oxalis. Tac. Donc ouais, voilà, moi je la bouffe, la verdure, j'adore ça, quoi. Donc, Est-ce que tu as réussi à faire tout ce que tu voulais faire? Ouais, ça va, ouais. Je pense que certains restaurants, leurs assiettes parlent plus que d'autres pour décrire le territoire et le lieu où ils se trouvent. Je pense que ces assiettes-là peuvent nous rendre fiers. Merci. Et on va tous les trois les applaudir. Frédéric Molina, le Moulin de Léré. Merci. Vous avez compris à quel point cette adresse vaut le déplacement. Merci Frédéric. On se retrouve tout de suite pour la dernière masterclass de la matinée. À tout de suite, 5 minutes.